Bonjour à tous. Donc encore toutes nos excuses pour ce retard de quelques minutes. Et merci beaucoup pour votre présence, du coup pour le panel dédié à l'écosystème Afrique, qui est donc croissance des écosystèmes donc, africains, quels sont leurs facteurs clés de succès et comment les entrepreneurs et investisseurs peuvent en tirer parti. Oui, parce que en moins de 10 ans, les écosystèmes technologiques africains ont connu un vrai boom et se développent, se structurent énormément, qui ont permis du coup l'éclosion de belles pépites technologiques. Premier indicateur, je pense, qui pourra faire écho à cela, c'est le nombre, la croissance du volume des levées de fonds. En 2015, nous étions à 277 millions de levées de fonds sur tout le continent africain. Nous sommes passés ensuite à 1 milliard 3 ans après, en 2018, pour atteindre 5 milliards l'année dernière. Donc il y a une énorme croissance sur les levées de fonds et du coup l'intérêt de l'écosystème donc, international technologique autour du continent et de ces startups. Le deuxième point, c'est conséquence ou cause de cela, c'est qu'il y a l'émergence de gros pôles technologiques majeurs sur le continent. Bon, déjà, donc, les quatre gros points cardinaux, on va dire, technologiques, qui sont donc, du coup, le Nigeria pour l'Afrique de l'Ouest, l'Égypte pour l'Afrique du Nord, le Kenya pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud pour l'Afrique australe. Donc, ils concentrent plus des 2 tiers des levées de fonds et des licornes du, coup, du continent. Et du coup, ces écosystèmes-là ont permis donc, du coup, le développement aussi et ont donné un peu, entre guillemets, l'exemple à d'autres écosystèmes pour se développer, notamment le Sénégal. Et aujourd'hui, nous avons du coup la chance d'avoir 3 représentants du coup de l'écosystème tech sénégalais. Donc Bamba Bengue, donc cofondateur et CEO de Assuraf. Monsieur Papa Madissa, Papa Madi Sidibé, pardon, donc Senior Innovation Lead et Investment Officer au sein de la DER FJ, qui est la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes. Et enfin, Madame Anta Ndiaye, qui est Principal au sein du fonds Saori Ventures. Merci beaucoup pour votre présence ici. Et je pense que la première des choses, ce serait que vous puissiez vous présenter et que vous puissiez expliquer quel est votre rôle, quelle est votre organisation et quel est le rôle que vous occupez au sein de celle-ci. Donc je vais commencer par Monsieur Madi. Madi, je te laisse du coup te présenter. Bonjour à tous, moi c'est Pape Madi et je suis Senior Innovation Lead à la DER. Le titre ne veut rien dire. Ce que je fais à la DER, c'est que j'accompagne un fonds de soutien à l'innovation, donc un fonds qui accompagne les startups et les PME innovantes au Sénégal à pouvoir passer le cap du early stage. Donc du début de l'idée de projet, on peut voir des boîtes qui viennent de démarrer, à des boîtes comme Assuraf qui ont passé un certain niveau et qui pensent maintenant à l'expansion. Donc on les accompagne sur des tickets qui vont de 10 000 euros à 100 000 euros. Et ensuite, on laisse le follow-on investment à des fonds comme Sawari Venture et d'autres fonds. En plus de ça, on fait de l'accompagnement technique pour ces startups-là. Donc on leur offre un cadre. On a un hub d'innovation sur 1200 mètres carrés maintenant, mais qui va s'étendre sur 25 000 mètres carrés, qui sera un peu notre station F au Sénégal et qui va réunir toute l'Afrique, West Africa, du coup à Dakar. Donc l'idée c'est d'accompagner comme ça, il y a un parc de technologies numériques, on a un data center qu'on est en train de développer également, donc l'État du Sénégal, pour augmenter du coup les initiatives entrepreneuriales dans l'innovation et dans la tech. La DER globalement n'est pas que innovation et tech, donc la délégation à l'entrepreneuriat. Moi je suis dans ce département, mais il y a d'autres secteurs d'activité, services, agriculture, pêche, industrie, etc. On essaie d'avoir le rôle de BPI France à la DER pour vous donner, au Sénégal pour vous donner une image. Et on existe depuis 2017. Et pendant 6 ans, on a essayé d'accompagner du coup les PME et les startups innovantes au Sénégal. On crée aussi des relations d'affaires et on tisse des liens avec tous les écosystèmes français, luxembourgeois, en Europe, en Afrique, avec la Côte d'Ivoire, la Tunisie, qui vient de passer, le Maroc, etc., pour pouvoir créer du coup un écosystème africain de l'entrepreneuriat innovant. Je vais m'en arrêter là. Je parle beaucoup, hein, merci de me le rappeler. Mais voilà pour la presse. Merci beaucoup Madi. Donc je vais laisser ensuite la parole du coup à Bamba. Voilà, merci. Merci à tout le monde. Bonjour. Voilà, moi c'est Bamba, Bamba Beng. Je suis co-founder et CEO de Assuraf. Assuraf qui est une surtech, c'est-à-dire un cabinet d'assurance, mais relativement digital ou full digital.
qui est dans un secteur assez méconnu ou un secteur très fermé. Et Assuraf se positionne comme étant un acteur qui vient innover en digitalisant les process de souscription à l'assurance pour toucher un maximum de population au Sénégal comme en Afrique. Je me charge je suis directeur des opérations en charge de toute la partie gestion de contrats, la partie administrative et aussi les partenariats avec des acteurs aussi bien au Sénégal comme dans la région africaine. Et aussi avec le fondeur qui est présent ici, Suleiman Ding, qui a eu l'idée, qui vient des telcos. Et notre rencontre, moi qui est purement un produit de l'assurance, du courtage, notre rencontre a pu favoriser l'émergence de cet outil qui est devenu Assuraf, qui est en train de prendre sa place dans l'écosystème sénégalais et africain. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Anta Ndiaye et je suis principale chez Saori Ventures, qui est un fonds d'investissement panafricain qui est basé en Égypte, qui investit du coup en Égypte, mais aussi avec un accent sur l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est. On investit surtout sur des tours de table de série A et B, des tickets entre 1 et 10 millions et sur quelques secteurs clés. Merci beaucoup pour vos présentations très exhaustives. Du coup, on va passer sur le cœur de notre sujet. Donc, quels sont du coup les facteurs clés de succès qui ont permis aux écosystèmes tech africains de se développer? Du coup, je pose une première question à Madi, s'il te plaît, si je peux avoir une réponse concise. Donc, quels ont été selon toi du coup les principaux facteurs qui ont permis donc l'existence d'une scène tech forte au Sénégal, du coup? Les principaux facteurs, c'est en un mot, engagement public et privé ensemble. Donc, public, il y a des initiatives, comme je l'ai dit au début, l'ADER, il y a le parc des technologies numériques pour créer un écosystème tech où des ingénieurs ou des étudiants peuvent venir tester des choses. Et ce sont ces tests-là qui, en général, finissent par devenir des startups, puis des entreprises, puis on espère des corporates, des licornes, tout ce qu'on veut. Et il y a aussi le privé qui s'y est mis. La Sonatel, qui est une filiale de Orange au Sénégal, a beaucoup accompagné sur la partie innovation et technologique, avec des programmes d'incubation, avec un Fab Lab, avec un hub, pour permettre du coup l'éclosion de l'écosystème, comme je viens de le dire. En plus de cela, il faut du financement, parce que pour tester des choses, il faut garder un certain nombre, même si c'est des amis, il faut qu'ils soient là pour continuer les tests. Il faut que le POC soit éprouvé, il faut qu'on arrive à tester sur le marché, etc. Et tout ça nécessite un petit fonds de démarrage. Donc c'est pour ça qu'on a lancé, nous, à l'ADER, un fonds de démarrage, fonds de soutien à l'innovation, early stage, pour pouvoir accompagner ces startups à passer cette étape. Une fois qu'on passe cette étape, certains deviennent des champions. Et ces champions-là, du coup, sont nos meilleurs ambassadeurs. Du coup. Il y a la Bamba qui est là, et de PAPS, Assuraf. Ces champions permettent en fait de faire connaître davantage l'écosystème et attirent plus d'opportunités en termes de VC, en termes d'incubateurs, accélérateurs. Aujourd'hui, on a des accélérateurs internationaux au Sénégal, Startup Bootcamp, INCO, des accompagnateurs. On a des VC qui sont, ou leur partenaire ou leur équipe est basée à Dakar. Et Launch Africa, par exemple, un de leurs partenaires. Et Launch qui est l'un des fonds les plus actifs en Afrique. Donc c'est important tout ça, mais ça part d'une base. Et la base, c'est cette initiative publique-privée qui a permis l'éclosion de ces startups-là. Et l'écosystème, c'est les startups. Ce n'est pas nous, ce n'est pas les VC, ce sont les startups. Et donc si les startups permettent de vendre quelque chose, de se développer, ça attire plus et ça permet du coup de développer. C'est un facteur clé de succès principal. Ouais. Oui, tu veux rebondir? Je veux rebondir sur ce que tu as dit, Madi, parce que c'était assez intéressant. Tu as parlé de champions. Et je pense que c'est très important d'avoir des initiatives qui sont en mesure d'accompagner des sociétés, qui sont en mesure d'adresser des marchés plus grands que le marché local du Sénégal. Donc,
on pense en fait aujourd'hui au Sénégal, c'est un hub et une porte d'entrée pour les marchés d'Afrique de l'Ouest, francophones, mais au-delà. Et tu parlais de champions aussi, des champions, tu as mentionné Bamba. Au cœur de la société de la start-up, tu as le fondateur qui a vraiment, qui est en mesure de porter les ambitions de la start-up. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est assez intéressant au Sénégal. On voit ce phénomène de ripat, donc c'est-à-dire de locaux qui ont étudié à l'étranger et qui reviennent ensuite pour fonder des boîtes. Quand tu regardes sur les 6,5 milliards de fonds qui ont été levés par les startups africaines l'an dernier, tu as 56% en fait de ces startups qui sont backées par des VC qui ont été fondées par des fondateurs qui ont étudié à l'étranger et qui sont revenus fonder des boîtes. Donc je pense que l'idée de la qualité de l'entrepreneur est très important. Et derrière la qualité de l'entrepreneur, il y a aussi la qualité du système éducatif. Au Sénégal, depuis les années 60, le gouvernement, les administrations ont véritablement fait de l'investissement en éducation le fer de lance en fait de leur stratégie. Et aujourd'hui, on commence à voir les résultats. On en parlait tout à l'heure en discussion ensemble. On commence à voir des jeunes qui sortent d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs qui montent des boîtes. Et ça, c'est très important. Et des boîtes aussi, des entrepreneurs aussi qui ont été formés dans des startups qui sont maintenant des unicorns comme Wave, qui commencent à lancer des boîtes. Et je pense que ce phénomène montre qu'il y a une deuxième génération d'entrepreneurs qui commence à émerger et qui montre la maturité, je dirais, de l'écosystème sénégalais. C'est excellent en fait que tu puisses évoquer tous ces sujets-là parce que ce n'est pas juste des impacts technologiques, c'est aussi des impacts à l'échelle de la société, donc de l'économie, de l'éducation. Donc c'est pas que uniquement les startups, c'est aussi l'impact que les gouvernements peuvent avoir dans leur politique publique pour ensuite aider de manière incrémentale du coup l'essor des écosystèmes tech africains. J'ai une autre question du coup pour toi aussi Anta, c'est du coup en tant qu'investisseur, quels sont pour toi un peu les facteurs qui aident aujourd'hui et qui ont aidé aussi les investisseurs à se positionner sur des tours en Afrique? Donc je pense aussi pour par exemple pour Sawari Ventures peut-être qui ont pu aller voir d'autres écosystèmes autres que les écosystèmes égyptiens. Comment ils font pour aller quels ont été les facteurs qui ont pu les aider à aller voir d'autres écosystèmes ou bien des investisseurs internationaux? Alors, c'est vrai que, et Madi en parlait en fait tout à l'heure, c'est vrai que des initiatives qui sont mises en place soit par les pouvoirs publics ou des organisations qui accompagnent sont un véritable, je dirais, une plateforme pour faciliter la rencontre de ces deals qui peuvent être qualifiés pour des investisseurs. Et je pense que c'est surtout à l'échelle internationale que c'est intéressant parce que à l'échelle d'un écosystème local, en général, le VC, c'est son job d'aller de construire le pipe, d'aller à la rencontre des entrepreneurs. Mais quand on va à l'international, qu'on ne connaît pas forcément le marché, il faut avoir un point de chute, je dirais. Donc c'est ça qui est assez intéressant avec le Sénégal, c'est de se dire on peut aller voir l'ADER, on peut aller voir Lions Tech Invest, qui est toute une communauté qui s'est construite autour de ça. Et puis, derrière ça, c'est que c'est des deals qui sont qualifiés. Et ça, c'est important. C'est de se dire, en fonction de ma thèse d'investissement, en fonction de l'écosystème, quelles sont les boîtes que tu peux me présenter qui peuvent faire sens et que je pourrais potentiellement accompagner. Très clair, très clair. Donc merci beaucoup pour ce témoignage, ça c'est important. M'a dit oui, bien sûr, oui, tu peux ajouter. Si je peux rajouter juste que c'est gagnant-gagnant parce que quand Anta vient en tant que VC nous dire, nous, on a besoin de voir des boîtes sénégalaises pour investir là-bas parce qu'on sent qu'il y a le potentiel. Nous aussi, on avait mis 100 000, 50 000, 10 000, 20 000 euros et on veut bien voir ces boîtes réussir. 75% des boîtes vont mourir avant les 2 premières années, 90% avant les 5 ans. Si Anta vient pour mettre des fonds avec Sawari, en plus de nos 100 000, et permettre de créer des champions, ça nous arrange. Donc c'est win-win partnership et c'est pour ça qu'on disait que le partenariat public-privé, en mettant au centre les startups et du coup leurs besoins et en les renforçant dans tous les domaines, capacity building, etc., ça permet d'avoir du coup l'écosystème que l'on a aujourd'hui et qu'on espère augmenter. Merci beaucoup. Ouais, juste pour confirmer, ce que Anta et Pamari viennent de dire, c'est en fait, en démarrant les activités, on a souvent besoin d'investissements publics comme privés pour déjà
la croissance, pour essayer d'accélérer la croissance en termes d'équipe, en termes d'infrastructures tech, pour pouvoir toucher le maximum de cibles possibles. Et effectivement, pour vous confirmer, on a effectivement besoin de ça en termes d'injection de fonds, mais surtout d'accompagnement dans la phase d'accélération pour on peut arriver à rapidement avoir une position et éviter ce que tu viens de dire, disparaître dans le lot des 90 dont tu viens de parler. Très bien. Et j'avais aussi du coup une autre question du coup pour toi. On a le point de vue du coup de l'écosystème builder, donc Madi, le point de vue de l'investisseur. Mais je pense que c'est aussi bon d'avoir le point de vue terrain d'un entrepreneur. Ça c'est vraiment lui le cœur du sujet. Et je pense est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu plus sur comment peut-être l'Alliance Tech Invest, l'ADER a peut-être pu t'accompagner, et même l'écosystème au sens large, a pu t'accompagner aussi pour le développement d'Assuraf. Quels ont été un peu les points qui vous ont aidé, qui vous ont permis de passer des caps? Voilà, c'est en continuant ce que je viens de dire. C'est à la fois le fait d'être dans l'environnement, dans la communauté, recevoir l'ensemble des inputs nécessaires pour déjà trouver rapidement sa voie en termes d'outils, en termes d'ateliers, de formation. Je ne parle même pas directement de fonds qui entrent directement. Et nous, à Assuraf, ça nous a permis, étant dans un secteur très fermé, où, disons, les cibles sont assez lointaines, d'avoir rapidement une infrastructure de qualité. Rappelant que nous, en fait, l'innovation, disons, on est même dans la création de solutions qui nous permettent de toucher le maximum de population possible. Et effectivement, le fait de participer ou bien d'être dans cette communauté LANSEC nous a permis déjà de comprendre un peu notre environnement, d'identifier nos points forts, de mettre en œuvre l'ensemble de nos énergies de début, de nos énergies positives, à déjà atteindre nos cibles et aller rapidement dans la croissance et pouvoir effectivement s'imposer en tant qu'acteur majeur dans la digitalisation des solutions d'assurance au Sénégal comme en Afrique. Très clair. Non, merci beaucoup Amba. Donc je pense que c'est aussi un bon point que tu évoques, donc que vous ayez pu, que ce n'est pas juste de l'aide, on va dire, entre guillemets matérielle, de ressources, c'est aussi de l'aide aussi stratégique, donc de vision, donc quels sont vos points forts, comment on pouvait trouver les bons points de contact. Donc on voit que l'écosystème en fait vous aide sur différents axes, que ce soit donc des initiatives privées d'investisseurs, des initiatives publiques de l'ADER pour vous aider à vous développer. Et je pense qu'on peut aussi passer sur l'autre pan d'aujourd'hui, qui est donc de comment les entrepreneurs et investisseurs peuvent, du coup, internationaux et aussi locaux, donc peuvent tirer parti de toute cette émulsion d'énergie. Et je pense que première question, je pense que ça va être peut-être pour toi, Anta. Désolé, non, je te regarde. Et je me dis, en tant qu'investisseur, donc par exemple, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à peut-être un investisseur qui ne connaît pas le Sénégal ou un écosystème, ou un business angel aussi, qui souhaite investir des tickets sur le continent? Quels seraient les conseils que tu lui donnerais pour pouvoir trouver peut-être du bon deal flow, vers qui il devrait se tourner? On pourrait prendre l'exemple du Sénégal ou peut-être d'un autre écosystème sur lequel tu es le plus à l'aise. Et quelle sera un peu la manière de faire, quelles sont les étapes? Oui, alors donc il y a une partie de la réponse qu'on a déjà évoquée, sur laquelle on a discuté, donc se rapprocher d'acteurs qui sont porteurs d'initiatives en mesure d'accompagner des startups, donc qui voient passer des boîtes, qui les connaissent. Je pense que l'autre aspect, c'est aussi de se rapprocher d'investisseurs locaux, parce qu'ils vont être en mesure d'identifier les signaux faibles, je dirais. Donc parce qu'il y a, et on l'a vu en fait sur beaucoup de deals, surtout en 2021, où on voyait des tours de table de précide parfois à 10 millions parce qu'on avait un gros investisseur international, je ne vais pas citer le nom, mais qui mettait des tickets en fait et qui après n'était pas forcément end zone au niveau des boîtes. Donc qui a en fait, je dirais, qui a eu un rôle d'inflation, mais qui après n'a pas forcément aidé la boîte parce que pour le prochain tour de table et les milestones que la boîte devait accomplir, c'était assez compliqué. Et donc, je pense que du coup, se rapprocher des investisseurs locaux qui sont en mesure de connaître les signaux faibles, ça permet de dérisquer en fait son investissement. Donc, c'est assez important. Je pense qu'il y a une question aussi de bien connaître le marché. Enfin,
c'est difficile quand on est un investisseur international de dire on va investir sur un marché qu'on ne connaît pas. Parce que d'abord, on ne connaît pas les problématiques auxquelles ce marché fait face. On ne sait pas quel est le problème sur le marché. Est-ce que c'est un problème qui est sizable, je dirais, en termes de marché, qui peut être ensuite, où la solution peut être scalable. Donc il y a plein de sujets où si on n'est pas en local, c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc je pense que toutes ces initiatives qui permettent de dérisquer font sens. Et voilà, et de bien comprendre le marché, quoi. Parce que ce que je trouve, ce qui était assez intéressant, et surtout avec l'exemple de Wave, c'est que ils ont démontré que on pouvait résoudre un problème local et scaler au Sénégal et devenir une unicorn à partir de là. Mais ils ont eu une stratégie qui était assez intéressante où ils se sont pas dit on va se développer à Dakar où en fait les échanges, le volume de transactions est très important et très complexe. On va commencer à Mbour où on va identifier un réseau de pêcheurs où il y a des influenceurs et où en fait on peut s'appuyer sur des personnes de confiance et où le volume de transactions est important. Et à partir de là, on va scaler. Donc c'est de regarder le problème sur le marché, comment on y répond et bien, je ne sais pas comment dire, mais appliquer ce qui fait sens pour le pays en fait et le marché. Parce que sinon la solution, tous ces modèles de répliquer les modèles de ce qui se passe en Europe, ça ne marche pas. Merci beaucoup pour c'était vraiment très détaillé et je trouve que c'est très important ce que tu dis déjà. Il y a 2 points qui sont à retenir. Le réseau, donc c'est-à-dire trouver connaître les bons investisseurs locaux qui peuvent être on va dire, des sources des aides pour sourcer les bonnes boîtes. Et surtout, comme on a dit, donc bien comprendre son marché parce que du coup, chaque pays, chaque écosystème sous-région et chaque pays est différent et nécessite du coup une approche spécifique. Et le fait donc d'y aller sans reconnaissance, sans étude de marché préalable, on va dire, peut s'avérer vain pour un investisseur. Je pense qu'il y a aussi un autre point, c'est pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, dans l'audience, nous avons beaucoup, donc, je pense, d'entrepreneurs ou bien de cadres d'entreprises qui souhaitent peut-être développer leurs activités en Afrique et spécifiquement au Sénégal. M'a dit, du coup, quelles seraient du coup, les possibilités pour les entreprises internationales donc, d'intégrer, de connecter avec l'écosystème tech sénégalais. L'écosystème tech sénégalais est structuré avec une bannière qui s'appelle Lions Tech, donc la communauté. Et on est venu en délégation avec cette communauté, donc qui concentre des startups, des investisseurs, des accompagnateurs et des institutionnels. Donc tout le monde apporte sa pierre à l'édifice pour que Lions Tech rayonne à l'international. Mais c'est pourquoi, c'est aussi pour pouvoir avoir des partenariats d'affaires avec des entreprises ici, où nous, on pourra y gagner nos entreprises dans du transfert de technologie ou parfois dans des marchés, parce qu'il y a des entreprises qui travaillent ici, qui ont des marchés en Europe. Databiz, par exemple, qui est une boîte dans je dirais, les données pour l'instant, donc dans le traitement des données, et qui veut aller vers l'intelligence artificielle aussi, et qui a travaillé sur des projets en Suisse, en France, avec une filiale française. Mais pour le faire, il faut qu'il soit en partenariat avec une entreprise locale qui maîtrise ici le marché, qui maîtrise l'écosystème européen, etc. Donc, c'est des partenariats d'affaires qui existent. Et là, Lions Tech permet de faciliter tout cela. Il y a une community lead qui est là pour faciliter tout cela. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois que vous voulez intervenir au Sénégal en tant qu'entreprise européenne ou quoi, en tant que client, en tant que fournisseur ou en tant que peu importe, investisseur, si vous passez par la Lions Tech, vous avez une panoplie d'options et qui vous permettrait de trouver facilement ce que vous cherchez. C'est quand vous arrivez dans un pays que vous ne connaissez pas, dans un marché que vous ne connaissez pas, c'est important d'avoir un cadre qui vous permet de faciliter en termes d'information, en termes de formalisation juridique ou quoi, des facilités fiscales, etc. Donc c'est important que vous puissiez être en collaboration avec la Lions Tech par exemple. Et elle permet de faciliter cela. Ça marche aussi bien pour les entreprises que pour les investisseurs. Et même que pour d'autres types de partenaires, clients comme je l'ai cité, clients, fournisseurs ou autres. Donc la Lions Tech, je pense, est une bonne entrée en matière où on travaille ensemble avec l'ambassade de France au Sénégal et la DER et d'autres partenaires dont BPI France pour capaciter les entreprises, les incubateurs, les accélérateurs ici
afin que quand vous venez aussi, que vous soyez surpris, mais positivement, et que vous ne veniez pas avec des a priori positifs, où vous ne trouvez pas les talents ou bien les entreprises prêtes ou investment ready ou prêtes à pouvoir faire la collaboration avec vous. Donc on travaille en amont sur ça pour vous faciliter aussi l'entrée au Sénégal et en Afrique du coup, parce que le Sénégal est un point d'entrée comme Anta l'a dit. Et toutes les boîtes qui se créent au Sénégal ont pour ambition d'aller en Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Tunisie et même beyond. Alors que si on devait rester qu'au Sénégal, on est 15 millions d'habitants. Et peut-être 1 million seulement utiliserait Assuraf ou 100 000 personnes. Ça n'a pas vraiment il n'y a pas vraiment le marché qu'il faut. Donc on travaille sur tout ça, mais via l'Alliance Tech, l'ADER, il y a d'autres instruments si on sort de la tech. Si on sort je préfère rester sur la partie tech, mais si on sort de la tech, il y a l'APIX, il y a l'Agence pour la promotion des investissements qui permet de faciliter pour ceux qui sont dans le real estate ou bien l'industrie ou d'autres secteurs d'activité et qui veulent venir s'implanter. On pourra en parler du coup après ou à la Lions Tech Night si besoin. Rajouter quelque chose parce que je pense que c'est très important le message que tu viens de passer, Madi, c'est de savoir que si vous êtes entrepreneur aujourd'hui et que vous êtes intéressé pour découvrir le marché africain, vous avez un point de chute en fait. Donc vous pouvez explorer, il y a des programmes d'accélération aussi, j'ai vu Bondinov dans la salle, qui sont là pour vous accompagner. Parce qu'aujourd'hui, nous on le voit sur les deals, les entrepreneurs qui sont les meilleurs entrepreneurs, c'est ceux qui sont passionnés, mais aussi ceux qui ont un lien avec le continent. Donc, j'exclus pas les autres, bien sûr, mais si jamais vous avez envie de découvrir les marchés, vous avez des acteurs qui sont là pour vous aider, et ça, c'est assez intéressant. Ouais. Totalement. Okay. Très bien, merci beaucoup du coup, pour ce beau témoignage. Je pense aussi, je serais aussi curieux d'avoir le témoignage peut-être aussi de Bamba. Pourquoi Bamba? Parce que du coup, là on a beaucoup parlé du côté où les boîtes internationales viendraient au Sénégal. Et là, par exemple, aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs sénégalais qui sont à Paris. Et peut-être, tu pourrais nous dire un peu comment toi quel est un peu ton ressenti ou comment un Tech t'accompagne en fait pour rencontrer aussi des boîtes à l'international, tu vois. Donc en France ou dans d'autres pays. Voilà, c'est dans la continuité de ce que viennent de dire Anta et Pape. C'est déjà avoir cette interaction avec les investisseurs potentiels pour un peu traduire toute notre ambition de croissance, sachant que pour cette ambition de croissance, nous avons deux leviers. C'est l'expansion territoriale, un peu pour rejoindre le fait qu'on soit une porte d'entrée pour l'Afrique, et aussi la création et la modélisation de nouveaux produits. Ce qui fait qu'effectivement le besoin il est clair est réel, et à travers la Lanstech, ça nous permet effectivement d'avoir cette vitrine pour un peu attirer tous ceux qui seraient intéressés par investir sur un champion qui a des ambitions panafricaines, et effectivement pouvoir compter sur ces investissements-là pour pouvoir à la fois investir sur l'équipe qui doit porter le projet en Afrique, mais aussi investir sur la présence dans la sous-région, qui est une ambition pour venir à Suraf. Nous sommes actuellement légalement au Sénégal et en Côte d'Ivoire, avec des ambitions fortes de faire quasiment une quinzaine de pays en Afrique en 2024, et à l'horizon 2025 aller plus rapidement avec des partenariats sur le terrain. Excellent. Oui. Je veux juste rajouter en donnant des exemples concrets, si tu me permets. On a des exemples. Moi, je les cite, les boîtes. Si je me retrouve au tribunal au Sénégal parce que je les cite, je m'expliquerai, mais je cite quand même les boîtes. Il y a une boîte qui s'appelle Bourg Logistique et qui est dans la logistique, qui est dans la Lions Tech, qui a été mis en rapport avec CMA CGM ici, et du coup qui bénéficie et de l'accompagnement de CMA CGM technique, parce que CMA CGM est un acteur majeur dans son écosystème, peut être son fournisseur, enfin son prestataire, voilà, et il gagne de l'expérience, de l'expertise et du marché entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire sur des activités de CMA CGM, et se crée du coup de la crédibilité également.
Donc ce sont des accompagnements comme ça que l'on fait, pour répondre aussi, pour compléter ce que tu dis sur cette question, via la Lines Tech. Et on le fait avec des entreprises, pas que françaises, on le fait avec des entreprises de partout, tunisiennes entre autres, pour donner juste quelques exemples. Mais voilà un peu comment on les accompagne. Sur la partie investissement, ça peut être de l'investissement que l'on tire des investisseurs étrangers, etc., pour venir mettre des tickets sur nos boîtes. Mais quand un investisseur met un ticket, il y a aussi beaucoup d'apports non financiers qui apparaissent. Parce qu'il est dans le board, il oriente parfois la stratégie, il accompagne dans des matchmaking, etc., pour le développement de l'activité dans d'autres pays. Donc c'est tout cela qui se fait et la LinesTech aide à faire ça aussi, quoi. On a des activités de soft lending aussi avec la région Nouvelle-Aquitaine ici, pour des entreprises dans la deep tech. On sait qu'au Sénégal, la deep tech n'est pas pour l'instant un secteur majeur où les gens entreprennent. On est beaucoup dans le software. Si on veut aller sur la deep tech, toujours avec des enjeux qui nous concernent, hein, à Dakar, on ne traite pas de sujets parisiens ou américains. On traite de choses qui pourraient régler des problèmes sénégalais et africains. On peut par contre, pour la technologie, aller en bénéficier en région Nouvelle-Aquitaine par exemple. Et donc on crée des soft landing comme ça pour échanger entre ces entrepreneurs-là et les experts qui sont à la région. Donc voilà quelques exemples de comment on accompagne du coup les boîtes via la LinesTech. Merci beaucoup. Je voulais ajouter un point. Je voulais ajouter quelque chose parce que c'est vrai qu'on parle, et vous l'avez montré à travers tous les exemples, on parle beaucoup de ces liens entre les écosystèmes que les acteurs publics sont en mesure de faire et font de façon brillante. Et je pense que ça se fait en fait à tous les niveaux. Au niveau du fonds aussi, ça existe. Nous, par exemple, chez Sawari Venture, donc on est un fonds historiquement en Égypte, le premier fonds VC en Égypte. Mais l'idée, c'est qu'on lance un fonds panafricain pour créer une plateforme où en fait, la market expansion, elle va être plus facile. Donc, c'est-à-dire une boîte qui est en Égypte, elle peut plus facilement se développer au Sénégal, au Kenya. Et en fait, on se rend compte que l'un des sujets les plus compliqués pour une boîte, c'est la market expansion. Parce que, en fait, tous les marchés sont complètement différents. On a la chance sur l'Afrique francophone d'avoir quand même, c'est un marché de 350 millions avec une monnaie similaire et avec des régulations aussi qui facilitent en fait le commerce entre les boîtes. Mais c'est très disparate. Le nombre il y a des barrières au niveau de la langue, il y a des barrières au niveau de la régulation. Pour une fintech, c'est très compliqué de se développer. Donc l'idée, c'est comment aussi, donc, au niveau de tous les acteurs, pas seulement les acteurs publics, on essaye de créer cette plateforme pour faciliter cette market expansion. Et surtout pour donner aux boîtes cette possibilité de répondre à des vrais problèmes africains qui en fait sont des challenges qui nous touchent tous sur tous les marchés, qui sont des problèmes communs, mais auxquels en fait on va répondre différemment en fonction du marché. On a une boîte par exemple qui s'appelle Moneyfellow, qui digitalise en fait le modèle des Rosca. Nous on appelle ça les tontines au Sénégal. Donc l'idée c'est vraiment de se dire comment un système qui est déjà implémenté en local, donc qui est culturellement adapté, qui est utilisé par les gens, comment on l'améliore, comment on fait en sorte que ça permette davantage l'inclusion financière. Donc c'est vraiment ça en fait l'enjeu derrière. Totalement. Très. Allô, ouais. Merci beaucoup. C'est bon, tu voulais ajouter un point? Ah non, c'est bon. Ok, d'accord, top. Bah écoutez, merci beaucoup pour tous ces apports en connaissances et terrain, aussi au niveau de l'écosystème au sens large. Je vais laisser, je pense, la parole aussi au public. Est-ce que nous avons déjà une première question. Merci. Bonjour. Il faudra se présenter au début. Ok, ça marche. Je me présente, je m'appelle Doucouré Mamadou, je suis entrepreneur en Afrique et en France. En France, dernièrement, je travaille dans le milieu de l'aéronautique, dans le froid aéronautique. Et le mois d'août dernier, j'ai été invité par monsieur Amadou Sidibé. C'est le pionnier de l'agriculture. C'est un agriculteur, mais il travaille avec l'intelligence artificielle. Et c'est le pionnier dans toute l'Afrique de l'Ouest. C'est le premier à avoir fait une serre dotée d'intelligence artificielle à l'intérieur. Et donc tout est géré automatiquement. Et ça lui assure un très très bon rendement. Ma question c'était
comment accompagner les entrepreneurs, on va dire hybrides entre la France et l'Afrique, sachant que les réalités sur le terrain ils sont complètement différentes par rapport à ce que vous avez cité, dans le sens où dès que la diaspora revient, c'est très compliqué en termes de corruption et autres, et sachant que les multinationales ils sont très favorisés par rapport à nous. Par exemple, moi dans mon milieu, je travaille dans le front industriel aussi. J'ai plusieurs casquettes malgré que j'en ai qu'une sur ma tête. Et ouais, sachant que les multinationales ils sont vraiment favorisés par rapport à nous, sachant que nous on veut revenir déjà de une pour développer le continent africain, et de deux il y a ce cœur qui accompagne, parce que sinon on peut très bien rester ici sachant qu'on a de très bonnes conditions. Merci. Ouais, ça marche. Merci Doucouré Mamadou pour ta question. Et elle est très légitime. J'en discutais avec un entrepreneur tout à l'heure qui me dit, moi quand je travaillais pour une grosse entreprise française, c'était facile d'avoir les marchés parce que j'avais tout garantie de soumission, etc. pour soumissionner. Maintenant que je me mets à mon compte, c'est la même personne, la même expertise, avec plus de motivation et d'envie, mais j'ai du mal parce que je ne peux pas avoir la garantie de soumission qu'il faut. Et ça passe du coup par le partenariat dans un premier temps, parce qu'il faut être fort, entre guillemets, pour pouvoir acquérir des marchés étatiques, etc. Donc partenariat avec des entreprises qui ont plus d'expérience, qu'elles soient étrangères ou locales. Ça passe par des facilités que l'État met en place, mais c'est vrai qu'il faut communiquer là-dessus et que vous le sachiez. Par exemple, j'en ai pas parlé, mais sur la Startup Act, pour les startups, on est le deuxième pays en Afrique à l'avoir voté. C'est en train d'être mis en place actuellement. Ça permet de faciliter en termes de fiscalité, en termes de financement, en termes de marché, d'accès au marché. Et Senom, qui est Sénégal Numérique, qui est l'entreprise de l'État sénégalais en charge de tout ce qui est numérique, digitalisation du gouvernement, travaille prioritairement avec des startups sénégalaises de préférence, mais avec des startups sénégalaises africaines pour faciliter cette digitalisation. Donc des commandes publiques se font. Il faut connaître, il faut avoir l'information, c'est vrai. On a un fonds diaspora pour accompagner les diasporans qui veulent venir à la DER, pour accompagner des diasporans qui veulent revenir au Sénégal et implémenter ou implanter une entreprise avec de l'accompagnement technique et financier. Donc, ce sont des dispositifs qui existent, qui ne sont pas forcément massifs. Donc c'est vrai que c'est difficile pour tout le monde d'en bénéficier. Mais une fois qu'on a l'information et que step by step on puisse en profiter, peut-être d'abord par de l'accompagnement technique, via ne serait-ce que d'ouvrir une SARL, on peut le faire et gratuitement. Ça peut te faciliter sur certaines démarches par exemple. Et voilà, ce sont des initiatives comme ça, publiques et privées, donc qui viennent du coup de vous, parce que c'est vous l'écosystème. C'est vous, c'est les entrepreneurs, et vos capacités à pouvoir dépasser les choses, moi je ne l'ai pas. Et c'est important que vous aussi vous soyez en partenariat avec des acteurs privés, publics, local comme international. Ce n'est pas un sujet pour moi et qui permet en tout cas de vous développer au pays. C'est ça. Merci. Ah, je peux pas en fait. Ah, je suis désolé. On est arrivé au cours du temps. Mais par contre, je t'invite après, si tu veux, à échanger du coup avec nos intervenants après. Donc merci beaucoup pour votre temps. Juste en guise de conclusion, en une phrase, est-ce que vous pouvez dire comment on peut entrer en contact avec vous? Quel est quel est le moyen de communication? Et après, on arrête sur ça. Merci. Moi, LinkedIn. Pareil. Hein. Oui, aussi sur LinkedIn. Merci beaucoup à tous pour votre présence et merci beaucoup à nos intervenants, Anta, Mamadi et Bamba. Merci beaucoup.